Bonjour à toutes et à tous, me voilà encore de retour devant vous pour notre septième cours de la série Initiation au langage R et au logiciel RStudio. Donc, nous continuons aujourd'hui sur les bases du langage R. Et dans les cours précédents, nous avons vu des objets R. Nous avons vu notamment les variables, nous avons vu les vecteurs, nous avons vu des listes, les listes, et nous avons vu les fonctions et les packages. Donc, il est important pour que vous puissiez bien comprendre le cours d'aujourd'hui, que vous puissiez aller revoir même les cours précédents, qui sont numérotés donc en série des premiers cours, deuxième, troisième, etc., etc. Donc voilà, je vais donc partager mon écran pour commencer donc le cours d'aujourd'hui qui sera dédié aux facteurs des objets R qui s'appelle, un objet R qui s'appelle facteur et un autre objet R qui s'appelle date. Voilà, je partage mon écran. Partage mon écran. Et nous sommes donc sur RStudio. Nous sommes sur RStudio. RStudio, que vous puissiez savoir comment ça fonctionne, il faut vous référer aux vidéos précédentes, notamment la vidéo correspondante au premier cours et au deuxième cours. Et donc, je vous rappelle aussi que le code, ce code-là que vous voyez ici, vous allez le retrouver comme les codes pour pour tous les cours. Donc, vous allez les retrouver dans la description de la vidéo. Il y a un lien vers mon GitHub, mon GitHub. Et là, vous allez trouver, donc, il y a des fichiers qui sont des fichiers texte. Et vous pouvez aller correspondant à un fichier pour chaque cours. Donc, vous pouvez aller copier le code, revenir sur RStudio et ouvrir un script et donc coller le code et vous pouvez faire les mêmes opérations, lancer le code comme je le ferai ici. Donc, voilà pour les explications. Donc, on va commencer aujourd'hui avec les facteurs, donc notre premier objet R d'aujourd'hui. Alors, nous avons vu les vecteurs, nous avons vu les listes. Aujourd'hui, c'est les facteurs. Alors, les facteurs, certaines études emploient des variables qualitatives. R possède un objet qui gère ce type de variable qu'on appelle facteur. Encore une fois, R, c'est anglo-saxon, donc facteur, j'écris ici en français, mais il faut s'habituer. Facteur, c'est en anglais comme ça, OR à la fin. Donc, on utilise la fonction facteur pour encoder un vecteur en facteur. C'est-à-dire que pour créer un facteur, on utilise une variable, excuse-moi, une fonction, qui est fonction facteur. De la même façon que pour créer un vecteur, on utilise une fonction qui est la fonction C, pour dire combine. Pour créer une liste, on utilise une fonction, la fonction list. Et pour créer un vecteur, et donc on utilise la fonction vecteur. Pour créer un facteur, on utilise la fonction facteur. Alors, on va créer donc un facteur, on va stocker ce facteur-là dans cette variable-là, PI. Et quelle est la caractéristique du facteur? C'est une variable qualitative catégorielle, si vous préférez, c'est-à-dire qu'on a des catégories, on a des modalités de la variable, n'est-ce pas? Donc ici, j'utilise la fonction facteur, j'ouvre les parenthèses, j'utilise la fonction C qui est pour créer un vecteur, j'utilise la fonction C pour créer le vecteur, et donc ce vecteur sera transformé en facteur, et j'ai ici des noms des pays, la France, le Brésil, la France, le Mozambique, le Brésil, le Mozambique et la France. Hein. Et donc, ici, donc, si je lance ce code-là, je fais le run, voilà, et ensuite, je lance pays, qu'est-ce que j'ai en bas? J'ai la liste de mes pays. Alors,
la fonction level, on a une fonction ici, level, d'abord, excuse-moi, la fonction classe, la fonction classe permet de savoir quel type d'objet R c'est. Donc, si vous avez un objet R qui est stocké dans une variable, vous voulez savoir quel type d'objet c'est, vous utilisez la fonction classe. Hein? Et donc, vous commencez maintenant à comprendre que pour faire quelque chose en R, on utilise toujours une fonction. Et les fonctions, le regroupement des fonctions, c'est ce qu'on appelle les packages. Les packages regroupent une série de fonctions. Je répète toujours les mêmes choses pour que ça puisse rentrer. Hein. Donc, pour savoir quel type d'objet c'est, on utilise la fonction classe et on met entre parenthèses le nom d'objet. Voilà, on va donc lancer ce code-là qui va nous dire quel type d'objet. Vous voyez ici dans la console, c'est écrit factor. Bon, je vais nettoyer ma console. Comme ça va être. Et puis, je vais lancer le code. Voilà. C'est écrit ici factor. OK? Donc, on utilise une autre fonction, la fonction levels. Retourne le niveau des facteurs, c'est-à-dire les modalités de ces facteurs-là. Comme je le disais tout à l'heure, une variable qualitative ou catégorielle a des modalités de la variable, n'est-ce pas? Et donc, pour savoir quelles sont ces modalités-là, on utilise une fonction level. Alors, encore une fois, R c'est onglet, c'est-à-dire qu'en anglais, modalité, c'est level. Le level du facteur ou de la variable catégorielle. Donc, on utilise cette fonction-là, on met le nom du facteur, il va nous donner quelles sont les différentes modalités. Vous voyez, on a trois modalités, le Brésil, la France et le Mozambique. Moi, j'ai choisi ces pays-là parce que c'est des pays qui ont à voir avec mes origines. C'est pour ça que j'ai choisi le Mozambique et le Brésil. Les deux pays ont à voir avec mes origines, donc voilà pourquoi j'ai choisi ces pays-là, mais en soi, ça n'a pas d'importance. Euh, donc voilà, et puis la France, je l'ai choisi parce que bon, bah, c'est le pays où j'y habite maintenant. Donc voilà, vous savez tout maintenant. Lors des analyses, donc, il arrive de vouloir choisir la modalité de préférence plutôt que de laisser R les faire automatiquement. Il suffit alors d'utiliser la fonction relève. Il faut toutefois ne pas oublier de réassigner le résultat à l'objet. Alors, ça c'est important. Quand vous avez une variable catégorielle qui a différentes modalités, et donc en général, quand on a envie de faire des analyses, notamment des analyses de régression, des choses comme ça, il est important de choisir le niveau de référence. Supposons que vous avez une variable catégorielle où vous avez codé par exemple 1, 2, 3, 4 comme les différents niveaux. Donc, normalement, quand on fait des analyses de régression, par exemple, on choisit 0 comme étant le niveau de référence, par exemple. Hein? Ça, bon, chacun dans son domaine d'analyse est habitué à ces pratiques. Mais ce que je voulais expliquer, c'est que c'est possible avec R, dans une variable facteur, de désigner le niveau le level ou la modalité de référence. Par exemple, ici, donc pour faire ça, donc on utilise la fonction relève, on met le nom, on ouvre les parenthèses, on met le nom du facteur en question et on utilise là, cet élément-là, ref pour référence, égale, et vous mettez donc ici, entre parenthèses, la référence en question. Si c'est un chiffre, vous mettez 1 ou 2 ou 0, etc., etc. Et à ce moment-là, vous réassignez le résultat au facteur, à cette variable facteur pays. Donc la France, dans ce cas-là, sera le niveau de référence. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. Donc si je lance ce code-là, et puis je lance ça, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, la France ici, là, oui, oui, c'est écrit level. La France apparaît comme premier pays. Donc on a France, Brésil, Mozambique. Ensuite, premier pays, ensuite, généralement, s'il s'agit de caractères ou des mots,
ce sera en ordre alphabétique ensuite. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai assigné comme modalité de référence la France, n'est-ce pas? Et supposons que j'échange ici. Je vais écrire, par exemple, le Brésil. Si, vous allez voir ce qui va se passer. Je lance ce code-là. Ensuite, je lance ça. Vous voyez, maintenant, ici, là, Brésil apparaît en premier. C'est-à-dire que je l'ai assigné comme étant la modalité de référence. Ça, c'est important quand on fait des analyses statistiques et sur des variables catégorielles, d'assigner le niveau de référence. Notamment, par exemple, si vous faites une classification entre, disons, des gens qui sont malades et des gens qui sont en bonne santé, et si vous assignez, par exemple, 0 comme étant les gens, la modalité gens en bonne santé, comme étant la modalité de référence, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous êtes en train d'essayer de prédire quels sont les gens qui ont la probabilité d'être malades. Bon, ça, c'est des analyses de régression prédictive de la classification. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mes cours, c'est simplement pour essayer donc, de vous faire une initiation à R et à RStudio. Donc, mais sachez que ça, c'est important quand on fait des analyses, de fixer des niveaux de référence. On peut aussi ordonner, si vous avez par exemple une variable catégorielle qui fixe de l'ordre de grandeur, l'ordre de grandeur ordonné, vous pouvez les ordonner. Par exemple, ici, on a, supposons ici que si les variables catégories sont ordonnées, supposons ici, par exemple, qu'il s'agit de revenus, par exemple, que la personne a des revenus qui sont, disons, inférieurs à 500, supérieurs à 2000, supérieurs à 2000, entre 500 et 1000, supérieur à 3000, etc., etc. Je peux ordonner. D'abord, j'utilise la fonction ordered pour ordonner. Ensuite, j'émets un vecteur avec les différentes valeurs. Ensuite, j'émets les levels, c'est-à-dire les modalités de la variable ici. Et si je lance donc ce code-là, ensuite je lance revenu ici. Donc voilà, nous avons les niveaux, les levels, qui sont les modalités de la variable, et nous avons donc notre facteur, la variable, notre facteur ici avec les différentes valeurs. Donc, on peut utiliser, au lieu d'utiliser ici facteur, hein, comme nom de la fonction facteur, on peut utiliser une autre fonction qui est ordered, et ensuite ouvrir les parenthèses, utiliser la fonction C pour créer un vecteur à l'intérieur. Je ferme le parenthèse. J'utilise la level pour indiquer quelles sont les différentes modalités de cette variable-là. Hein, je fais égal, je mets les différents niveaux et je réfère. Alors, ça, c'est très important quand vous faites le code de faire attention aux parenthèses. Vous voyez ici, j'ai une première fonction. J'ouvre le parenthèse, j'utilise une deuxième fonction, c'est pour créer le vecteur. Le vecteur va jusqu'ici et je ferme le parenthèse. Je mets une virgule, ça c'est très important, de mettre les virgules quand on utilise une fonction qui a plusieurs arguments. Les arguments doivent être séparés en virgule. J'utilise ici level, ici là, pour créer les différents niveaux de ce facteur-là. Et j'utilise ici une fonction pour indiquer quels sont les différents niveaux les différentes modalités de mon facteur. Alors, cette fonction-là, on l'utilise beaucoup pour créer des vecteurs. En fait, c'est quand on a envie de combiner plusieurs éléments ensemble. Donc, on les sépare par les virgules et on utilise cette fonction-là pour créer les vecteurs. Le vecteur est, disons, l'objet de base en quelque sorte avec les variables, l'objet R de base. C'est pour ça qu'on a commencé pour expliquer qu'est-ce que c'est que les vecteurs, ensuite les listes et maintenant les facteurs. OK? Donc voilà pour ce qui concerne les facteurs.
Donc, quand vous aurez à faire des analyses avec un jeu de données, vous aurez souvent des variables qui sont des variables continues, avec des chiffres, vous aurez des variables catégorielles. Donc, voilà, il faut savoir donc manipuler ces deux types de variables-là. Et vous allez avoir aussi des variables numériques, et des variables qui sont des variables caractères, etc., etc. Ça, on verra plus tard. Donc voilà, on avance donc, et maintenant nous allons voir notre cinquième objet qui sont les dates. Alors les dates, c'est très important en R aussi parce que parfois on est obligé de manipuler des dates, n'est-ce pas? On est obligé de manipuler des dates et donc les dates, c'est un objet R particulier et qui, comme on va voir, il est grosso modo, je ne vais pas tout dire sur les dates, hein. Les dates, c'est quelque chose sur R comme sur tous les langages de programmation par ailleurs, qui est assez spécifique et parfois assez compliqué à traiter. Donc là, j'ai mis là un résumé de quels sont les objets R qui sont destinés aux dates. Alors, il y en a deux. Il y a date, D-A-T-E, ici, sans S, date. Cet objet-là est adapté pour les dates uniquement celles pour lesquelles on possède pas des informations à propos de l'heure. Hmm? Donc, cet objet date-là, c'est quand on a l'année, le mois et le jour. OK? Ensuite, on a un deuxième objet R qui est qu'on appelle le POSI X, CT, I, POSI X, LT pour les dates avec l'heure. OK? Alors, les dates sont stockées comme le nombre de jours depuis 1970. Janvier, le premier. Hein, le 1 janvier 1970. Alors, pourquoi les dates sont stockées comme le nombre de jours depuis cette date-là? Ça, c'est à voir avec le moment où les objets R ont été créés. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Avec les valeurs négatives pour les dates antérieures à cette date-là. Hein, le format s'affiche est celui du calendrier grégorien. Donc, vous allez revenir sur ce code-là, sur ce script-là plus tard avec toutes les explications que je donne là. Donc, pour créer un objet date, on utilise la fonction hasDate. Hein, cette fonction-là, hasDate, convertit une chaîne de caractères en date. Et le format est de la forme année. Alors, les dates, souvent, on les utilise sous le format anglo-saxon. Encore une fois, R, c'est anglo-saxon, comme la plupart des langages de programmation. Donc, les anglo-saxons en général commencent par noter l'année, ensuite le mois et ensuite le jour. Il est possible d'inverser tout ça, comme l'écrire à la française en commençant par le jour et ensuite par le mois et ensuite par l'année, comme on verra plus tard. Mais on peut donc, d'abord, on peut l'utiliser sous cette forme-là, n'est-ce pas? Le jour tiré le mois tiré excuse-moi, l'année tiré le mois tiré le jour. Ou on peut utiliser l'année slash le mois slash le jour. Donc, le Y ici majuscule, hein? Attention, Y majuscule, c'est pour dire l'année, year en anglais. Et le M, c'est pour le mois, month en anglais. Et le D pour dire jour, day en anglais. OK? Et puis, il n'est pas nécessaire de renseigner les paramètres format de la fonction. Les paramètres origine permet, lui, de préciser une origine différente de celle de 1970. Donc, voilà. Donc, supposons maintenant que nous voulons créer une date. Et là, nous avons cette chaîne de caractères-là. Soit c'est une chaîne de caractères et nous voulons transformer cette chaîne de caractères en date. On utilise la fonction hasDate, entre guillemets, on met la chaîne de caractères qu'on a envie de transformer en date et puis on assigne cette date-là, cet objet date-là à une variable qu'on va appeler h.
Alors, j'ai mis entre guillemets tout ça entre guillemets ici pour éviter par exemple, faire un H ici pour le lancer. En fait, ça, c'est la même chose. Hein. Si j'enlève ces parenthèses-là, comme ça, là, j'enlève les parenthèses. Donc, j'ai fait le run de ça. Voilà, j'écris mon objet date. Et là, je dois lancer ça pour voir mon objet date qui est ici. Là. OK? Mais si je peux aussi, au lieu de faire ça, mettre tout entre parenthèses ici. Et donc, à ce moment-là, je ne suis pas obligé de refaire encore, mettre la variable ou la relancer. Je lance tout ça comme ça. J'ai mon objet d'adresse. C'est juste une façon de faire. Hein. Ne vous compliquez pas la vie avec ça. C'est juste deux façons de faire. Donc maintenant, j'avais envie de savoir quel est l'objet, quel type d'objet pour confirmer qu'effectivement, cette chaîne de caractères a été transformée en date. Je l'utilise comme tout à l'heure, la fonction classe. Je mets le nom de l'objet entre guillemets. Si je lance ça, voilà, j'ai ici le nom de mon objet, le type d'objet qui c'est date. Alors ça, en classe, c'est pas très important. C'est la façon c'est pour avoir cette fonction en classe, c'est pour voir sur quelle forme il est stocké dans la mémoire, en fait. En fait, R stocke les objets sur un code chiffré, en quelque sorte, pour ainsi dire, sur lequel l'objet date donc, c'est ça que vous avez ici. C'est pas important en classe, c'est juste pour savoir, notamment pour le programmeur. Mais bon, voilà. Sachez qu'il y a une fonction classe où vous puissiez voir, pour que vous puissiez voir comment est-ce que c'est stocké dans la mémoire de votre ordinateur. Voilà. Si on a envie de savoir quelle est la date de jour, par exemple, on utilise une fonction hasDate system time. Ça, vous écrivez comme ça, là, ce code-là vous permet de savoir quelle est la date d'aujourd'hui. Si je lance ce code-là, tac, vous voyez, nous dit qu'aujourd'hui, on est l'année, ça commence par l'année à la anglo-saxonne, à la façon anglo-saxonne, donc 2021, le 6, le mois et le 16. Voilà. Donc là, vous avez la date avec un format non standard. Alors, maintenant, vous voyez, on va transformer une chaîne de caractères en date. Vous voyez, ça, c'est la chaîne de caractères. Hein? C'est une chaîne de caractères. Et je vais essayer de les transformer ici, le format, c'est-à-dire que ça, ce sera l'année, ensuite le jour, ensuite le mois. N'est-ce pas? Le format, c'est un argument de la fonction. Je vous ai expliqué tout au début, il y a je pense que c'était le cours numéro 4, hein, les fonctions, dans la fonction, vous avez un nom, entre parenthèses, vous avez des arguments de la fonction. On n'est pas obligé d'utiliser tous les arguments de la fonction, mais sachez que les fonctions ont des arguments. Donc, le premier argument ici, et les arguments sont séparés par des virgules. Le premier argument, vous mettez la chaîne de caractères que vous voulez transformer en date. Ensuite, le format, vous utilisez cet argument-là, format, pour dire que j'ai vu que ma date soit d'abord l'année, ensuite le jour et ensuite le mois. Là, si je lance ce code-là, à ce moment-là, je suis en train de constituer mon objet date. Voilà, la date. Et d'ailleurs, je vais peut-être changer de nom parce que là, j'ai marqué H, je vais changer par exemple pour T. Ici, je vais changer pour, par exemple, ça. Comme ça, c'est des noms différents. Je lance ça. Ensuite, je lance ça. Voilà. Voilà. Ce sont des chaînes de caractères. Alors, ça, c'est important parce que supposons que vous êtes en train de traiter des données. Les données que vous recevez viennent avec différents formats. Hein. Par exemple, dans les textes, vous avez des dates qui sont marquées sur différents formats, parfois de cette façon-là, parfois de cette façon-là. Donc, quand vous êtes en train de traiter des données, R permet de dire clairement que
Ces chaînes de caractères-là, en fait, il s'agit d'une date et de les formater en quelque sorte. Et à partir de là, vous formatez tous vos dates dans votre jeu de données de sorte d'avoir les dates au format, à un seul format uniforme et ensuite qui permet à R de reconnaître à chaque fois qu'il fait un traitement ou une analyse de données, de reconnaître que ça, il s'agit d'une date. C'est très simple. Pourquoi il y a des objets en R finalement? C'est parce qu'en fait, quand R fait un traitement, une analyse de données, il a besoin de savoir qu'est-ce que c'est, quel est l'objet en question pour accorder à cet objet en question un traitement spécial. Il a besoin de savoir que cette variable-là, c'est une variable numérique. Cette variable-là, il continue. Cette variable-là, c'est une variable caractère. Cette variable-là est une variable facteur catégorielle avec différents niveaux. Cette variable-là, c'est une variable date. Comme ça, il peut accorder à ces variables-là un traitement spécial. Supposons que vous êtes allé recueillir des données sur les individus et que vous avez demandé, au lieu de demander leur âge, hein, en entier, en chiffre entier, vous l'avez demandé à quelle date vous êtes né, hein, avec l'année, et le mois et le jour, hein, n'est-ce pas? Si vous recueillez ces données-là, vous avez une variable qui contient tous les dates de naissance de vos participants à votre étude. R a besoin de comprendre que ça, ce n'est pas juste des chiffres ou des caractères, mais il s'agit des dates. Et ça, il faut les coder quand on rentre les données dans R pour expliquer qu'R puisse comprendre que ça, il s'agit de dates. Il peut utiliser, par exemple, ces dates-là pour calculer l'âge de l'individu. Par exemple, vous pouvez utiliser une fonction qui va transformer ces variables-là des dates à âge de l'individu. Mais pour ça, il faut que R comprenne qu'il s'agit bien de dates. Voilà pourquoi R organisé en objets. Un objet de différents types d'objets parce que quand il traite ces données-là, il va savoir que là, je dois accorder un traitement spécial à cette variable-là parce qu'il s'agit de date ou parce qu'il s'agit d'une variable continue, etc., etc. Voilà l'importance de ces choses. OK? Donc voilà. Et donc là, en gros, ici, là, qu'est-ce que j'explique ici? Ça, ces explications-là, là, ces commentaires-là, bon, c'est pour expliquer qu'il bon, il y a donc l'objet date. Et maintenant, on va passer à l'objet POSIXST. POSIXLT. Ce sont des dates où on a l'heure. Ici, on a l'année. Dans le cas des dates, objet date, on a l'année, le mois et le jour. Dans ce cas-là, de POSIXST, POSIXLL, ça veut dire qu'on va voir non seulement l'année, le mois, le jour, mais l'heure aussi, les minutes et les secondes. N'est-ce pas? Et pour créer donc un objet POSIXST, on utilise la fonction as POSIXST. On transforme cette chaîne de caractères-là on date de ce, excuse-moi, en objet POSIXST. OK? Donc voilà, si je lance ce code-là, je transforme en objet. Ici, je peux utiliser en classe pour savoir sur quelle forme c'est stocké dans ma mémoire de mon ordinateur. Ici, je peux transformer cet objet-là aussi en classe. Donc là, c'est pour savoir aussi, ça n'a pas d'importance, vraiment, c'est la même chose. Je peux transformer aussi là, cet objet-là, cette chaîne de caractères-là, en objet POSIX, POSIXLT, par exemple. Donc voilà. Les éléments de la liste d'un objet de classe POSIXLT sont répertoriés dans le tableau suivant. Voilà les cours. Bon, là c'est pas important. Le package, alors, la différence entre le POSIXLST et l'objet, excuse-moi, j'ai toujours du mal à prononcer ça, POSIXLT, bon, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Ce sont les objets différents qui permettent tous les deux de transformer
une chaîne de caractères en, en objet de cette classe-là. Par contre, c'est la façon dont il stocke l'encodage qui se fait de manière différente. L'encodage qui se fait de manière différente. OK? Donc, vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, si vous voulez, transformer une chaîne de caractères une date de type où vous avez l'année, le jour, le mois, et les heures, les minutes et les secondes. OK? Donc, R a un package. Revenons-en au package. Donc, il y a un package R. Les packages, encore une fois, ce sont des boîtes à outils et les outils, ce sont des fonctions. C'est un regroupement de fonctions qui permettent de faire quelque chose de particulier. Par exemple, il y a un package Lubridate qui est un package qui permet de faire du traitement des données en date. Hein. Les packages qui créent des packages sont en général des ingénieurs en informatique et des développeurs en informatique qui créent des packages R. R, comme c'est un projet open source, donc normalement, les personnes qui créent ces packages-là, ils les créent et puis ils les mettent à disposition de la communauté. Il y a une fondation qui regroupe les packages, qui les recensie et qui permettent de mettre à disposition de ces packages-là aux utilisateurs. Alors, il faut télécharger les packages pour les installer sur son ordinateur et puis ensuite les utiliser. Alors, comment est-ce qu'on sait quel package utiliser pour faire quoi? Là, il faut faire simplement des recherches sur Internet. Par exemple, si vous voulez chercher les packages qui existent pour le traitement des données en date, vous allez sur un moteur de recherche, vous écrivez R, langage R, package pour faire le traitement des dates. Et bien là, vous avez une liste de packages. Ensuite, normalement, pour chaque package, il y a une documentation. Vous allez lire les documentations et puis les documentations vont vous expliquer comment utiliser le package en question. Ça, plus tard, je vais consacrer un jour, je vais vous montrer comment chercher les packages, etc., etc. OK? Bon, donc en tout cas, il y a un package pour Lubridate pour traiter les données en date. Et ce package-là a des fonctions qui permettent de transformer, de créer des dates en quelque sorte. Donc voilà. Donc les fonctions en question sont, il y en a trois par exemple, il y en a d'autres fonctions, mais il y en a trois, où vous avez le YMD, il s'agit des dates où vous avez d'abord l'année, ensuite le mois, ensuite le jour. Et dans ces cas-là, ici, vous avez M, D, Y, vous avez d'abord le mois, ensuite le jour, ensuite l'année. Et dans ce cas-là, ici, vous avez des M et Y. Là, c'est à la française, à la façon latine disons, d'écrire les dates. Vous avez le jour, le mois et l'année. Les trois lettres ici, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Ainsi, si on utilise ici, là, cette fonction, on s'attend à trouver d'abord l'année, puis le mois et enfin le jour de la chaîne de caractères. Donc, alors, quand on a envie d'utiliser un package, d'abord, il faut l'installer. Il faut, il faut le télécharger et l'installer sur son ordinateur. Et pour l'installer, on utilise cette fonction install package. Et le nom du package entre guillemets. On lance cette fonction-là. Et ça va installer. Moi, j'ai déjà installé ce package-là, n'est-ce pas? Et ensuite, une fois qu'on a lancé le package, et c'est souvent, il va apparaître ici, là. C'est là, vous venez ici, c'est là où vous avez les listes de tous les packages que vous avez installés. Voilà, la liste est là. Et si vous allez chercher ici, je ne veux pas le temps vraiment de chercher, vous allez voir que le package sera là. Ça veut dire qu'effectivement, il est déjà installé sur votre ordinateur. Donc, je reviens sur le fichier. Ensuite, à chaque fois, vous n'avez pas besoin de télécharger tout le temps le package. On le télécharge une fois, il s'installe sur votre ordinateur. Mais par contre, à chaque fois qu'on a envie d'utiliser le package, il faut le charger sur RStudio. Et pour le charger, on utilise la fonction librairie et le nom du package, cette fois-ci sans les parenthèses. Donc, si je lance ça, ça veut dire que je suis en train de charger le package
sur RStudio. Et maintenant, je peux utiliser les fonctions pour transformer mes chaînes de caractères en date. Voilà, ici, je transforme, ici, je transforme, etc., etc. Hein? Les trois types de fonctions organisées qui organisent les dates dans des formats différents. Voilà. Donc, on peut transformer les dates en utilisant la fonction hasDate ici, pour les dates où je n'ai pas les heures, les minutes, les secondes. Je peux utiliser la fonction hasPosXST ou hasPosXCT ou LT pour transformer les dates où j'ai envie d'avoir l'heure, les minutes, les secondes, etc. Ou alors, je peux utiliser le package. Hein? C'est là où c'est important de voir la différence. Hein? Ici, ce sont des fonctions. Les deux, là, ce sont des fonctions. Cette fonction-là et cette fonction-là qui existent de façon isolée, qui ne sont pas comprises dans un package. Hein? Ou qui viennent avec, souvent avec le package de base de R, qu'on n'a pas besoin de télécharger parce qu'il est déjà dans RStudio. Ou alors, on peut utiliser un package où il y a des fonctions. Pour les utiliser, il faut d'abord télécharger le package, l'installer, ensuite charger le package et les utiliser. Voilà. Je répète souvent les mêmes choses, c'est pour que vous puissiez vraiment retenir. Il est possible de préciser le fuseau horaire à condition que le nom soit reconnu par le système d'exploitation, c'est-à-dire si c'est Windows, si c'est Mac, si c'est Linux de votre ordinateur. Et donc, vous utilisez cette fonction-là pour transformer cette chaîne de caractères-là en date et vous voulez préciser le fuseau horaire. Alors, TZ, là, TZ, c'est l'argument de la fonction, de cette fonction qui permet de spécifier sur quel fuseau horaire. Dans ce cas-là, Pacifique, Auckland, hein, vous précisez donc ce fuseau horaire. Et si je lance ça, à ce moment-là, j'aurais créé un objet date avec le fuseau horaire qui est lié au Pacifique, Auckland, c'est-à-dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., etc. La Nouvelle-Zélande plutôt. Alors, on a une fonction all sans names retourne un vecteur contenant tous les fuseaux horaires disponibles. Quels sont les fuseaux horaires disponibles dans le monde, par exemple? Vous utilisez ça pour savoir, vous aurez avoir la liste. Vous voyez ici en bas, j'ai la liste de tous les fuseaux horaires qui sont disponibles. Voilà, vous avez le Brésil, et par exemple le fuseau horaire du Brésil, etc. Vous avez toute la liste des fuseaux horaires ici. Cette fonction-là donc permet d'organiser notre date ici en année, mois, le jour, l'heure, le minute et les secondes. Et donc voilà, si je lance ça, je suis en train de transformer cette chaîne de caractères-là sur ce format-là où j'aurai l'année, le mois, le jour, et ensuite l'heure, les minutes, les secondes, etc., etc. Si je lance. Donc voilà pour aujourd'hui. Nous avons vu les objets facteurs, c'est-à-dire variables catégorielles, les objets dates. Encore une fois, R, il y a deux choses dans R que vous devrez comprendre. Je termine là-dessus. C'est que d'abord, quand R, on utilise des fonctions pour faire des choses. Comme vous voyez, depuis que j'ai commencé ces cours-là, on utilise une fonction pour faire ça. À chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, on utilise toujours une fonction. Il y a des fonctions qui sont regroupées dans une boîte qu'on appelle un package. Ce sont des packages pour faire spécifiquement dédiés à un domaine d'action ou d'activité en particulier. OK? Et ensuite, R, c'est des objets. Des objets parce que R a besoin d'identifier de quoi il s'agit pour accorder à cette chose-là un traitement spécial. Hein? Voilà. Donc, j'ai des objets qui sont les variables, où je stocke en général les autres objets. Ensuite, j'ai les vecteurs, j'ai les listes, on a vu les dates, les facteurs, et on va continuer à voir plus tard d'autres objets, comme sont les tableaux qu'on appelle data frame ou les matrices, etc., etc. D'accord?
Donc, je vais arrêter mon, j'arrête donc mon... Voilà, c'est un peu long, mais j'aime bien quand même à chaque fois accorder des explications comme ça, et petit à petit, en allant toujours plus loin et en répétant toujours pour que vous puissiez les retenir, d'une part. Et d'autre part, s'agissant d'un cours d'initiation, mon idée, c'est qui? Eh bien, de toute façon, un langage, quel que soit le langage de programmation, ça demande un très grand investissement personnel. Ça vous ne pouvez pas vous épargner ça. Il ne faut pas croire qu'il suffit de regarder quelques vidéos que ça suffira. Mais c'est d'avoir des bonnes bases, d'avoir une compréhension générale, comment est-ce que le langage, des bases du langage, comment ça fonctionne. Ensuite, après, il y a beaucoup de sites Internet, vous pouvez télécharger des codes, s'entraîner, etc., etc. D'ailleurs, je vais vous donner une indication dans les cours à venir sur un livre. Moi, j'ai appris R avec un livre. La plupart, d'ailleurs, des gens les gens qui connaissent R, qui travaillent en R, ont appris avec ce livre en question. C'est quelqu'un qui l'a développé. Je vous donnerai des indications là-dessus dans les cours à venir, où vous avez beaucoup d'explications, des astuces à utiliser sur le langage R, sur les traitements statistiques en général. Donc, petit à petit, on avance. Et puis, avec les bases, dans la connaissance des bases, le pourquoi de ceci et de cela, et l'essentiel pour qu'ensuite vous puissiez de vous-même aller en chercher à développer plus la connaissance des R et tout ce qu'on peut faire comme R. Il n'y a pas mieux, hein, il n'y a pas mieux en termes de traitement statistique, comme langage, comme logiciel, c'est R. Déjà c'est gratuit. Ensuite, vous avez des packages pour faire absolument presque tout. Et puis, bon, bah, aujourd'hui, bah, c'est incontournable dans le paysage. Et bien, en Python aussi, Python, un jour, je ferai une série sur Python, le langage Python, qui est plutôt un langage généraliste et qui est plutôt ce qu'on appelle le langage de la data science de nos jours. Voilà, bon, bah, écoute, merci, je vous dis, bon, bah, dans mon português natif, muito obrigado e até a próxima vez. Obrigado, até a próxima.